Moi, je suis malade, donc je vais te faire ça. Sophie, enchantée. Bonjour, Sophie, enchantée. Je suis malade, désolée. Salut, Sophie, enchantée. En français, oui. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour indiquer les 10, les 15 et les 2 dernières, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université après si vous êtes disqualifié. J'aimerais demander au public d'éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pouvez débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle François Vernier, CPA, CNO, Environnement Canada. Philippe Lavoie, CPA, auditeur CA. Je travaille chez Mallette et je suis aussi chargé de cours à l'UQAM. Bonjour, Sophie Bergeron-Leblanc, je suis CPA CA, puis je travaille à l'Ordre des CPA comme conseillère relève. Vous nous avez donné comme travail d'évaluer les traitements comptables ainsi que l'impact de ceux-ci sur la planification d'outils et de considérer certains contrôles en ce qui concerne notre client, MK. Ainsi, c'est pourquoi mes collègues, François Danjou, Sonia Mollard et moi-même, Sébastien Cheng, et bien en tant que CPA, nous sommes ici devant vous, Mme Godet, afin de vous démontrer le résultat de notre travail. Plus particulièrement, regardez un petit peu la structure de notre agenda. Et bien, tout d'abord, on va débuter avec une planification d'outils. On va ensuite enchaîner avec les traitements comptables, procéder au redressement de ceux-ci. On va terminer avec quelques suggestions et on va clôturer la présentation avec une période de discussion. Donc, sans plus tarder, débutons avec la planification d'outils. Parfait. Donc, en ce qui concerne la planification d'audit, on va tout d'abord évaluer le risque d'émission. Les éléments qu'on a évalués, premièrement, c'est que le financement est basé sur les charges de l'année précédente. Donc, ça, ce que ça crée, c'est un certain biais de la direction. La direction a intérêt à augmenter les charges, avoir des charges plus élevées, et ainsi avoir un financement plus élevé l'année d'après. Donc, ce biais de la direction-là fait en sorte que notre risque d'émission augmente. Aussi, les états financiers sont présentés au gouvernement. C'est notre utilisateur principal. Ça en fait un utilisateur qui a besoin, qui se base directement sur nos charges pour établir notre budget de l'année suivante en subvention. Ça fait que ça augmente le risque aussi, puisque c'est un utilisateur qui se fie vraiment directement sur nos états financiers. On a ensuite aussi un risque au niveau de la situation financière. Bien que vous nous avez dit de ne pas nous soucier trop des déficits comme c'est chose courante, mais on remarque que les charges augmentent. C'est sûr qu'au niveau du gouvernement, ils vont se poser des questions à savoir pourquoi les charges augmentent. C'est sûr qu'il y a une augmentation qui peut être normale, mais aussi ça va susciter un certain doute et un certain intérêt à savoir d'où vient cette augmentation de charges-là. Aussi, quelque chose qui est un certain risque, mais surtout qui va amener des procédures supplémentaires, c'est que c'est notre première mission avec ce client-là. D'abord, anciennement, c'est un ancien cabinet, donc, puis quand on se prononce sur les états financiers, il faut aussi se prononcer sur les soldes d'ouverture. Cela implique qu'il va faire des procédures supplémentaires. Par exemple, aller voir le dossier chez l'ancien auditeur, afin de valider si les procédures ont été faites sur nos standards, si le seuil de signification est approprié pour nous, et en conséquence, peut-être ajuster certains soldes d'ouverture si nécessaire. Bref, ça nous amène à un risque élevé. Puis, comme on va le voir tout de suite après, une stratégie corroborative. Aussi, d'autres risques, en fait, au niveau du risque d'anomalie significative, plus spécifiquement, au niveau du risque inhérent, on a des comptes clients en souffrance. On a particulièrement le compte de la sœur de l'ancien chef qui est en souffrance. On a des contrats de location de financement. Ça augmente le risque au niveau des postes. Ça implique du jugement comptable, ça implique certaines évaluations. Ça fait donc des opérations plus risquées. On a aussi un projet de construction.
Ça implique donc beaucoup de charges et de capitalisation. C'est des choses qui vont être attriées, c'est des choses qui impliquent un projet nouveau, donc des façons de comptabiliser qui ne sont pas des opérations courantes et habituelles pour l'entité. Tout ça, ça augmente notre risque. Aussi, au niveau du risque lié au contrôle, on a quelque chose de favorable. On a la nouvelle chef qui prend des valeurs favorables. Ça inclut un petit peu de risque en ce qui a trait à l'environnement de contrôle. Par contre, on a aussi des problèmes comme au niveau de l'autorisation des dépenses. On n'a pas vraiment de contrôle. On a des dépenses qui sont autorisées sans trop savoir si ça devrait l'être. Ça augmente effectivement notre risque lié au contrôle. On a aussi une nouvelle DG qui a peu d'expérience. Elle ne connaissait pas nécessairement son rôle allait être à son entrée en fonction. On peut se douter que peut-être au niveau de la gouvernance et de l'environnement de contrôle en tant que tel, il y a un certain risque à ce niveau-là. On a des contrôles d'efficience au niveau du cycle de la paix, au niveau de la TI aussi, on va y revenir un peu plus tard. Et enfin, on a une gouvernance qui a certaines lacunes. Ça aussi, on va y revenir plus tard à la fin de la présentation. Bref, tous ces éléments-là font en sorte que notre stratégie va être corroborative. On ne se basera pas sur les contrôles à la lumière des informations qu'on a présentement. Enfin, on a calculé le seuil de signification. Notre utilisateur principal, c'est le gouvernement. Le gouvernement base son analyse sur nos charges. Donc, on a décidé de baser notre seuil de signification sur les charges, étant donné en plus qu'on n'a pas de résultat. Puis surtout parce que le gouvernement, c'est notre utilisateur principal qui se base vraiment le calcul sur les charges directement. On a décidé de choisir 1% des charges totales, puisqu'il se base vraiment, comme je viens de dire, directement là-dessus. Ça nous donne un seuil de signification de 236 000 et un seuil de signification de travail, étant donné le risque élevé de la mission. On a choisi 70% du seuil de signification, ce qui nous fait un seuil de travail de 165 000 $. Sans plus tarder, on va passer au traitement global. Parfait. Donc, tout d'abord, c'est important de comprendre que dans le cas de cette entreprise-là, c'est une entreprise publique, donc qui est beaucoup subventionnée. Donc, c'est important de vraiment évaluer le traitement adéquat pour les subventions. Donc, tout d'abord, pour la subvention liée au soutien des banques. Donc, présentement, cette subvention-là a été comptabilisée à 100% durant l'exercice 2017. Par contre, selon le chapitre 3800, il faut évaluer si c'est une subvention liée à l'investissement ou non. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une subvention liée à l'investissement. Donc, c'est approprié de soit l'accréditer aux charges ou aux produits. Par contre, vu que c'est une subvention qui est sur une durée de 3 ans, en ce moment-ci, MK l'a comptabilisé à 100% en 2007 comme donc, il va falloir venir faire une correction des produits pour venir créditer les produits reportés de 2/3 de cette subvention-ci, puisqu'il y a seulement 1 an sur le contrat qui s'est écoulé pour l'instant. Donc, à ce niveau-ci, le risque de la mission, le risque de ce qu'on a ici, ce serait une surévaluation pour les 2 prochaines années à venir. Puisque, comme on l'a déjà mentionné, la base d'évaluation se base sur les charges. Donc, cette année-ci, en cours, en 2017, les charges vont avoir diminué. Par contre, pour les 2 prochaines années, les charges vont être surévaluées dû au fait qu'ils ont reçu une subvention pour les diminuer. Donc, la procédure, dans ce cas-ci, ce serait à partir des subventions comptabilisées, aller chercher les contrats afin de valider la durée d'octroi des subventions. Donc, ensuite, une autre subvention en lien avec la construction du complexe sportif. Donc, en ce moment-ci, la subvention n'a pas encore été reçue. Par contre, selon le chapitre 3800, il va falloir la comptabiliser lorsque les 2 critères de comptabilisation vont avoir été respectés. Soit une assurance raisonnable de respecter les critères, ainsi qu'une assurance raisonnable de recevoir le montant. Donc, lorsqu'on va recevoir cette subvention-là, puisqu'elle est liée à l'investissement, il va avoir l'option soit de diminuer le montant de l'actif ou alors d'augmenter les passifs. Les 2 traitements sont adéquats, par contre, ce qu'on préconise, ce serait plus une diminution de l'actif, puisque ça ne va pas affecter le ratio d'endettement négativement, et ça ne va pas non plus, puisque les produits différés ne vont pas nécessairement exiger un débot, donc ça va donner une image plus représentative de la situation financière. Donc, ce que le client nous a aussi demandé, c'est de savoir si un certain rapport serait possible d'émettre pour le gouvernement. Donc, parce que si le gouvernement a besoin d'avoir une certaine assurance quant aux charges encourues à ce projet-là. Donc, les rapports spéciaux qui seraient applicables dans ce cas-ci, ce serait le 5815, le 8600 ou le 9100, en ordre de niveau d'assurance. Donc, plus le gouvernement va investir de l'argent dans ce projet-ci, on va chercher d'avoir le niveau d'assurance le plus élevé possible. Donc, c'est pour ça qu'on va opter pour faire un rapport 5800 sur les contrats des charges de construction. Donc, ensuite, pour ce qui a trait aux 3 charges qui ont été encourues jusqu'à maintenant dans ce projet-ci, elles ont été comptabilisées à 100% en charge. Par contre, ce que le chapitre 3061 nous dit, c'est que toute dépense directement attribuable au projet pour amener l'immobilisation dans l'état et à l'endroit nécessaire à son utilisation sont capitalisables. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir faire une correction des charges, puisqu'il y en a certaines parties qui sont capitalisables et d'autres non.
Par contre, pour l'instant, nous avons seulement un montant global. On n'avait pas le détail des dépenses en cours jusqu'à maintenant. Donc, les dépenses qui seraient capitalisables, selon les informations que nous avons fournies que nous avons actuellement, ce serait la construction des fondations ainsi que l'élaboration des plans. Et ce qui n'est pas capitalisable serait l'étude préliminaire des coûts. Donc, le risque spécifique, encore une fois, ici, serait la surévaluation des charges. Et la procédure, ce serait à partir des charges qui ont liées au projet comptabilisé à l'état des résultats, d'obtenir les factures afin d'analyser la nature de ces charges-ci. Ensuite, un autre problème concernait le contrôle de la pension, ce qui concerne le déneigement. Bien, présentement, les paiements annuels ont été comptabilisés en charge. Pour savoir si le traitement est adéquat, il faut se baser en vertu du chapitre 365 qui stipule qu'il faut qu'il y ait une prééminence de la substance sur la forme. Est-ce qu'il y a un transfert des risques et des avantages importants? Pour cela, il faut respecter au moins un des 4 critères suivants. Si on les regarde rapidement, est-ce qu'il y a un transfert du titre de propriété à la fin? Dans le cas actuel, aucune information à ce sujet, donc non. Est-ce qu'il y a une option d'avantage? Est-ce qu'il y a une option d'achat à prix de faveur? Encore une fois, il n'y en avait aucun dans les données qui étaient fournies. En ce qui concerne la durée du bail, eh bien, celui-ci doit représenter au moins 75 % de la durée de vie totale. Si on fait le calcul, 6 divisé par 8 donne 75 %, ce critère est respecté. On pourrait arrêter ici, mais on va quand même regarder le prochain critère parce qu'il va être utile pour la comptabilisation de notre actif lié à contrat de location-acquisition. Est-ce que les valeurs actualisées des paiements futurs représentent au moins 90 % de la juste valeur à la date de signature, celui-ci étant de 180 000, et bien considérant les données qu'on avait dans le cas, avec la mathématique financière, ça nous donne une valeur actualisée de 164 000 $. Par conséquent, ça représente 91 %. À mentionner qu'on a pris le taux du marché puisqu'on n'avait pas les données nécessaires pour calculer le taux implicite, et la norme stipule que normalement on doit prendre le moindre du taux implicite et du taux de marché. Une autre hypothèse qui n'a pas été mentionnée, mais on a pris en considération que les paiements étaient en fin de période. Par conséquent, il faut amener une correction. Il faut d'abord comptabiliser un actif lié à un contrat de location-acquisition ainsi qu'un passif en conséquence du moins de la juste valeur et de la valeur actualisée des paiements. D'où le montant de 164 000 $. Il va y également avoir des intérêts à calculer sur la charge d'amortissement de 8 250 $ et diminuer l'obligation de 16 000 $ et renverser la charge capitalisée dans le résultat net initialement de 25 000 $. Très important, il ne faut pas oublier, il faut mettre l'amortissement qui représentait 164 000 divisé par 6, ce qui va augmenter nos charges de 11 000 $ environ en fin d'exercice. Procédure, risque de surévaluation des charges et par conséquent, qu'est-ce qu'on considère? Eh bien, c'est de prendre en considération les contrats de location, regarder l'ensemble des clauses et s'assurer qu'on respecte bien entendu l'ensemble des critères qui est stipulé en vertu du chapitre 365. Parfait. Ensuite, pour revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, les comptes clients, mais le premier élément à considérer, c'est qu'on a un compte en souffrance qui est là depuis le dernier bilan. Ce que le chapitre 38-56 sur les instruments financiers nous dit, c'est qu'on doit classer d'un compte client au coût, puisque il ne s'agit pas d'un actif coté sur un marché ou d'un dérivé, en fait. Le plus important ici, c'est plutôt de constater s'il y a une indication objective de dépréciation. Ainsi, on va analyser le moindre, on va prendre comme nouvelle valeur le moindre de la valeur comptable, ou le plus élevé de ces trois valeurs-là, soit les flux de trésorerie futurs, la valeur de réalisation, ou le montant qui serait lié aux garanties. Ici, l'information qu'on a, par contre, ne nous permet pas de déterminer ces valeurs-là. Il probablement que ce serait plus la valeur des flux de trésorerie qu'on pourrait déterminer. Mais étant donné que ça fait plus d'un an, on va au minimum comptabiliser une provision pour créance douteuse, étant donné que c'est peu probable qu'on recouvre le compte client. Toutefois, une fois qu'on aura fait nos procédures, qu'on aura déterminé est-ce qu'on va pouvoir recouvrir ce compte-là, on pourra vraiment plus probablement le radier, étant donné que ça fait plus d'un an. L'impact ici, ça va être une hausse des charges. Et pour ce qui concerne le risque, on en a deux. C'est une surévaluation des actifs ou une sous-évaluation des charges. Puis ce qu'on va chercher à vérifier au niveau de ce compte client-là, ça va être de vérifier à partir de ce compte client-là ou de tous les autres comptes clients en souffrance, c'est la liste des encaissements subséquents afin de voir si on a pu réussir à trouver le montant lié à ce compte client-là après la fin de l'exercice. Un autre élément à considérer, étant donné que c'est une communauté plus petite, certains éléments de contrôle sont moins fréquents, sont moins omniprésents. Ça va être un certain risque, étant donné la nature justement de l'entité, c'est un risque d'opération entre parties, entre apparentés, selon la norme, le chapitre 38-40. On va vouloir valider d'abord demander à la direction une liste des transactions qui pourraient avoir des opérations entre apparentés. Le but ici, c'est que la norme 38-40 prévoit un traitement spécial pour certaines opérations entre apparentés, donc qui vont être comptabilisées à la valeur comptable. Le but ici, c'est de s'assurer qu'on n'a pas des transactions entre apparentés qui vont être comptabilisées à la valeur marchande, à la valeur transaction qui n'est peut-être pas justement à la juste valeur marchande.
Une autre procédure pour s'assurer une certaine sécurité au niveau légal, c'est qu'on va obtenir un avis de la direction qui atteste que toutes les transactions ils nous ont dit toutes les transactions qui pouvaient être entre apparentés. Ainsi, on se protège d'une certaine façon de ne pas avoir vu une opération entre apparentés. Puis, c'est ça, cette procédure-là nous permet donc de vérifier ce risque-là. Ensuite, on va passer au redressement. Le redressement, en fait, on a ajouté seulement la charge de contrôle à création pour l'instant. Il y a probablement d'autres charges qui vont être redressées selon nos procédures ultérieures lorsqu'on fera la mission en temps et lieu. Ça nous donne des charges redressées de 23 millions à peu près. Donc, on arrive à réévaluer nos seuils de signification avec cette nouvelle charge-là. Ensuite, on a quelques suggestions, principalement liées au contrôle et à la gouvernance. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'environnement de contrôle TI. D'abord, le problème le plus important ici, c'est que le local où se trouve le serveur est laissé débarré et sans surveillance. Dans ce local-là, on est conscient aussi qu'il y a du matériel qui est entreposé, mais il y a aussi le serveur, ce qui fait en sorte que l'impact ici, c'est que le serveur est accessible à n'importe qui a un accès à l'entreprise. Tous les employés peuvent y aller chercher du matériel. Ça fait en sorte que quelqu'un pourrait accéder au serveur qui n'est pas sécurisé suffisamment, pourrait faire des modifications de données ou des modifications de programme. Notre recommandation par rapport à ça, premièrement, c'est de limiter l'accès au serveur aux personnes autorisées et, conséquemment, d'entreposer le matériel ailleurs. On pourrait au minimum séparer une armoire, par exemple, barrée pour le serveur, mais c'est vraiment important de limiter l'accès à ce matériel informatique-là seulement aux personnes autorisées. Une autre possibilité serait d'installer des caméras, un contrôle qui est un petit peu plus réactif après coup, afin de voir si on a eu des modifications qu'on réussit à détecter afin de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais la priorité serait vraiment de restreindre l'accès à ce serveur-là pour l'instant. Ensuite, on a un certain problème de séparation des tâches. Le technicien, en fait, qui est responsable du technicien, il a le serveur dans son bureau, donc il a accès au serveur. Mais plus principalement, c'est que pour l'instant, il y a des fonctions de soutien au niveau de l'exploitation, puis aussi des fonctions de gestion de la base de données. On n'a pas plus d'informations à savoir qui gère quoi ou s'il y a plus un responsable d'informatique. Mais dans les circonstances actuelles, il y a des chances qu'il pourrait modifier les données sur le serveur et les camoufler en faisant un soutien aux utilisateurs. Aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est comment les environnements sont séparés. Peut-être qu'il y a accès aux environnements de développement. C'est sûr qu'avec l'information qu'on a pour l'instant, la priorité, c'est plus le deuxième point, en fait, ça serait de faire un journal des opérations afin vraiment de suivre tout ce qui est fait, toutes les transactions qui sont faites, afin de s'assurer que les modifications sont correctes dans les données, de s'assurer qu'il n'y a pas de modification ou de fraude qui aurait pu être camouflée. D'autres solutions un peu plus à long terme, qui pourraient peut-être correspondre aux objectifs stratégiques de notre client, ça serait d'externaliser ça. C'est sûr qu'avoir le serveur interne, ça a des avantages, mais pour une petite entreprise comme ça, ça peut être plus simple de l'avoir à l'externe, étant donné les coûts. Idéalement, on aurait une équipe qui s'occuperait simplement des serveurs, mais ça implique des coûts importants pour une petite entreprise comme ça. Parfait. Donc ensuite, certains contrôles qui sont déjà mis en place, mais qui ne sont pas particulièrement respectés. Donc tout d'abord, pour l'autorisation de débourser, en ce moment, il faut déjà que les factures soient signées par les responsables à la comptabilité. Par contre, ils ne cherchent pas nécessairement à avoir des justifications nécessaires à ces déboursés-là. Donc, l'impact que ça peut avoir, c'est une sous-évaluation des charges, encore une fois, et des dépenses non liées avec les opérations de l'entité qui soient acceptées. Donc, la recommandation à ce niveau-ci, ça serait tout d'abord d'établir une liste des dépenses qui sont normalement acceptées et que si une dépense sort de cette liste-là, d'aller chercher un niveau d'autorité plus élevé pour avoir une signature et aussi d'établir des barèmes concernant les niveaux, les montants des dépenses. Donc, certains montants vont nécessiter un niveau d'autorisation plus élevé dans le niveau hiérarchique. Ensuite aussi, ce qu'on a su en parlant avec M. Jérôme, c'est que les factures de 10 000 les plus devraient être signées par le responsable applicable selon la dépense. Par contre, en ce moment-ci, il les comptabilise d'avance et ensuite il va aller chercher la signature afin d'être sûr de ne pas oublier la signature. Donc, de ne pas oublier de la comptabiliser, pardon. Donc, l'impact, encore une fois, ça serait dans le fait de comptabiliser des factures qui n'auraient pas dû l'être ou qui nécessairement n'auraient pas été approuvées à la base. Donc, la recommandation, ça serait d'envoyer directement les factures au directeur responsable directement pour qu'ensuite il les transmette à M. Jérôme une fois qu'elle va être signée et bien sûr de donner un délai pour répondre à cette demande-là. Aussi, pour s'assurer de l'application de ce contrôle-là, ça serait de faire des contrôles surprises.
Ensuite, un autre problème en ce qui concerne l'accès des chèques, eh bien, les chèques sont présentement dans le bureau de M. Jérôme, facilement accessibles, la porte est constamment ouverte. Par conséquent, un impact très évident, c'est le détournement des actifs. Qu'est-ce qu'on conseille? Bien, premièrement, il faut s'assurer qu'il y ait une suite numérique en ce qui concerne les chèques. Et bien entendu, garder à clé ces chèques pour qu'ils ne soient pas accessibles facilement à tous les employés. Un autre problème concerne la signature des chèques. Eh bien, présentement, le membre du conseil, qui est composé d'environ 8 membres, eh bien, la signature peut varier d'un membre à l'autre. Par conséquent, ça peut amener quelques complexités à savoir est-ce que ça a été vraiment autorisé pour des dépenses qui ont été vraiment autorisées, puisque ça change d'une personne à l'autre. Ce qui peut encore une fois amener un détournement d'actifs. Et on vous recommande dans ce cas-ci d'avoir des signataires qui sont constants. Pas changer d'un individu à l'autre pour s'assurer que l'autorité est bien donnée à 2 personnes qui est vraiment autorisée et que ça ne change pas d'un membre du conseil à l'autre. Un dernier problème concerne les feuilles de temps, mais présentement, il n'y a pas vraiment un bon contrôle en ce qui concerne les feuilles de temps, parce que présentement, des personnes pourraient faire payer un salaire alors qu'ils n'ont pas vraiment travaillé sur le chantier réellement, ce qui fait en sorte que des salaires peuvent être déversés alors que ce n'est pas la réalité. Donc, il y aurait des temps payés non travaillés. Qu'est-ce qu'on considère? Eh bien, c'est de désigner au moins un responsable qui s'assure qu'il y a vraiment, le temps qui a été facturé a vraiment été travaillé pour s'assurer que les dépenses sont réelles. Un autre contrôle serait d'implanter un système de carte de temps, un type de punch, pour s'assurer que, bien entendu, tous les temps ont bien été enregistrés durant l'année. Pour terminer, en ce qui concerne le fonctionnement du conseil, on a établi quelques lacunes à ce niveau-ci. Eh bien, les réunions se font uniquement 2 fois par année. On propose au moins trimestriellement pour assurer un suivi tout au long de l'année. Un autre problème, c'est la présence. Les élus ne sont pas nécessaires. Eh bien, on recommande au moins un quorum pour assurer qu'il y a une présence suffisante de membres durant la réunion pour prendre des décisions qui puissent être acceptées au moins par la majorité. Perte de temps au début de la séance car personne n'est au courant des dossiers. Envoyer des avis de convocation au moins 1 semaine à l'avance avec l'ordre du jour et l'ensemble des documents qui vont être traités durant la réunion. En ce qui concerne la réunion, eh bien, elle commence par des documents financiers, alors qu'on devrait plutôt débuter avec un ordre du jour. Savoir exactement, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va discuter, les points importants, et si jamais il y a des variables, eh bien, ça va y aller à la fin de la réunion. Les rapports financiers font environ une 50aine de pages, c'est très lourd, on devrait plutôt faire un petit résumé, et si jamais on veut des détails plus explicites, eh bien, on devrait y aller avec des documents vraiment séparés pour assurer qu'on puisse voir rapidement une vue globale des documents financiers. Le directeur général ne connaît pas encore son dossier ni son rôle, et bien ce n'est pas normal. On devrait assurer d'intégrer celui-ci et de lui fournir tous les rôles et responsabilités qui lui est responsable pour s'assurer qu'il sache quoi faire présentement. Et finalement, le directeur des finances est sous l'autorité du DG. Eh bien, normalement, on devrait s'assurer que ces 2 personnes sont complètement indépendantes et pour que le directeur ne puisse pas influencer son autorité sur le directeur financier. On a maintenant procédé à l'ensemble des traitements comptables, des procédures, et notre équipe est désormais prête à procéder à la période de discussion. Je peux commencer, oui. Donc, vous avez indiqué au niveau des coûts par rapport au complexe sportif, donc les frais d'études ne seraient pas capitalisables. Moi, qu'est-ce que je comprenais? C'était que ces frais d'études-là avaient été engagés pour peut-être avoir la qualité verte, l'accréditation, et puis peut-être diminuer les charges dans le futur. Donc, est-ce que vous voyez certains avantages futurs par rapport à ça? Étant donné l'information qu'on a actuellement, l'information préliminaire du client, c'est sûr qu'on n'a pas une assurance raisonnable de qu'est-ce que vraiment représente la facture. L'information qu'on avait, c'était une planification plus au niveau des coûts. C'est sûr que si cette planification-là s'avère être, afin d'avoir une certification verte ou justement de faciliter la construction de l'actif, d'être une dépense qui est vraiment nécessaire à la mise en état de l'actif du bâtiment, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va pouvoir penser à la capitaliser, mais ça va nous prendre une assurance qu'on va avoir avec nos procédures, justement. OK. Merci. Aussi, au niveau de la comptabilisation de la subvention par rapport au complexe sportif, donc vous indiquez qu'il fallait, donc vous la présenteriez en compte des actifs. Entre autres, vous verriez l'amélioration peut-être des ratios. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous avez la possibilité de le passer quand même à l'état des résultats? Ou... La norme stipule précisément que c'est un choix. Il nous laisse choisir soit la diminution du coût de l'actif ou soit l'augmentation du produit différé. Mais comme on vient de le mentionner, puisqu'on a le choix, bien pourquoi pas prendre une méthode qui favorise bien entendu un impact non négatif sur le ratio d'endettement. Et le passif reporté ne représente pas vraiment un déboursé d'argent. Donc ça vient encore une fois un peu mettre en confusion et vient affecter un peu la fidélité des états financiers. C'est pour ça qu'on conseille la réduction du coût de l'actif, mais les deux sont vraiment acceptables selon les normes NCCF. OK, d'accord. Puis, dernière, je vais laisser la chance à mes collègues par la suite. Bon, vous avez soulevé le manque de contrôle au niveau des approbations des feuilles de temps. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'appuyer votre travail sur les feuilles de temps, quelle procédure est-ce que vous pourriez faire pour diminuer le risque?
C'est sûr qu'on pourrait aller faire une procédure pour aller faire une conciliation entre les horaires de temps qui étaient faits à la semaine et vraiment les heures qui ont été comptabilisées en tant que charge. C'est sûr qu'à ce niveau-ci, il peut y avoir certains risques parce que des fois, il y a des heures supplémentaires qui sont faites qui n'ont pas été prévues à l'horaire. Par contre, on peut toujours aller demander aux contremaîtres qui étaient présents sur le chantier d'avoir une certaine assurance. À ce niveau-ci, après, si ça n'est pas possible d'avoir cette assurance-là, c'est possible aussi d'émettre une opinion sous réserve dans les états financiers. OK, merci. Au niveau des stades d'ouverture, vous avez dit qu'une des procédures que vous alliez faire, c'était de voir les procédures faites par l'ancien auditeur. Ça se pourrait qu'ils ne nous donnent pas accès au travail qu'ils ont fait. À ce moment-là, est-ce que vous avez d'autres procédures que vous metteriez en place? Bien, normalement, idéalement, on aurait accès, c'est sûr, pour avoir vraiment une bonne assurance. Sinon, ce qui est possible, c'est de faire des procédures de pont, ce qui est un petit peu plus complexe, puis c'est sûr que c'est moins, on pourrait baser moins de confiance là-dessus que si on avait vraiment accès au dossier de l'année dernière. De ça, c'est vraiment de retracer les montants des soldes d'ouverture. C'est complexe, puis ça pourrait demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de notre côté, en fait. Le directeur général a été nommé par le directeur ressources humaines et pas par le conseil. Est-ce que vous voyez un problème avec ça? Le directeur général, oui. En fait, c'est ça, c'est le conseil qui devrait nommer les dirigeants parce que le conseil, on le sait, c'est pas eux qui dirigent l'entreprise, mais c'est eux qui vont faire l'orientation générale. Et c'est eux qui doivent choisir ces dirigeants, c'est ce qu'on appelle des personnes nommées. Par conséquent, il y a des problèmes également à ce niveau-ci au niveau de la gouvernance. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait faire pour qu'il y ait des problèmes la prochaine fois? Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il pourrait faire? Le conseil d'administration? Mais il faut bien entendu qu'il faudra que ça soit écrit dans le règlement, que ça soit vraiment stipulé, que ce soit le conseil d'administration qui puisse vraiment sélectionner chacun de ses dirigeants et que ce ne soit pas un individu à l'interne qui sélectionne justement le dirigeant à son choix selon parce que ça pourrait contrer la volonté du conseil d'administration. Pour le seuil de signification, vous disiez que le risque d'émission y est élevé, puis vous aviez arrêté votre choix sur 1 %. Est-ce qu'on aurait pu prendre un seuil peut-être un peu plus bas, compte tenu du risque? Peut-être pu diminuer un petit peu plus. Mais étant donné le risque qui est un seul utilisateur, c'est sûr qu'on a un risque de poursuite. C'est sûr qu'il se base beaucoup sur ces états financiers-là. En même temps, c'est un utilisateur unique. Aussi, au niveau, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de but lucratif. C'est sûr qu'on a moins. On n'a pas, par exemple, on aurait beaucoup d'actionnaires qui peuvent chacun les poursuivre individuellement. Là, on a un seul utilisateur. Puis au-delà de ça, ils basent des subventions là-dessus qui ne sont pas nécessairement comme un investissement, puis ils n'attendent pas de la rentabilité de l'investissement. Donc, c'est un risque élevé, mais ce n'est pas un risque vraiment plus élevé comme ça aurait pu l'être une entité publique. Donc, on se dit qu'un seuil modéré à 1 % des charges, c'était raisonnable dans la situation présente. Est-ce que vous croyez que ce serait pertinent de corriger le seuil aussi du montant des actifs qui ont été capitalisés? Oui, effectivement, c'est ce qu'on aimerait faire une fois qu'on a fait les procédures sur ces soldes-là. On ajusterait vraiment un résultat, on aurait un résultat ajusté sur lequel on pourrait travailler, calculer un nouveau seuil. En fait, même au courant de la mission, on pourrait recalculer le seuil en fonction des éléments nouveaux qui pourraient survenir ou de nouveaux risques qui surgissent.